Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection Zokora dit Maestro. Le diable, c'est un menteur. Bienvenue dans la team de Maestro. Aiglé, aiglé. Toujours le maestro national Zokora Didier, le 153 sélection. Bienvenue dans la team de Maestro. Du lundi au vendredi, de 20h30 à 21h. Je ne suis pas seul, toujours en compagnie de mon copilote, mon ami et frère Henri Joël. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bien habillé, hein? Oui, merci. Tu es aussi bien habillé, un peu pour annoncer les couleurs. Hein. Ouais, c'est Zokora Malik, Maestro. Zokora Malik, Maestro et Henri Joël Abdul Razak Kader. Au plaisir. Voilà. Toujours là, monsieur, le roi des tchatcheurs, mon ami Magato, bien habillé, belle cravate. Frère, comment vas-tu? Merci les gars, vous m'avez manqué. Hein. Moi aussi, autant pour moi. Hein? Non, non. Mais tu connais chez eux, non? Ça commence bien. Comment vas-tu? Non, je ne parle plus. À ses côtés, il est expert sportif, le consultant. C'est aussi le président de la fédération ivoirienne des baby-foot humains. Moi, c'est humain qui me fatigue. Ça m'a dit, c'est Henri Joël Nielou. Merci, maestro. Il ne faut pas que le humain te fatigue parce que toi, tu es un humain. Non, mais baby-foot, c'était quoi? Non, en fait, les figurines sont remplacées par les hommes. Et voilà. On joue comment? Bon, c'est un terrain qui a une dimension de 4 sur 8. On a des défenseurs qui sont au milieu, les attaquants et le gardien. Donc, on a 6 joueurs par équipe. Et les règles, c'est 10 minutes. Voilà, 10 minutes pour chaque mi-temps, 5 minutes de repos. Et puis, on met le ballon au milieu. Vous dites que les gens ne sont pas humains, ils ont droit à 5 minutes de repos, je ne comprends pas. Non, je dis les figurines sont remplacées par les humains. Les figurines. Voilà. D'accord. Voilà, donc, en tout cas, c'est un sport attrayant. Vous aurez le temps de faire la découverte lorsque nous serons à la dernière émission de la team de Maestro. On en parle, on ne voit pas. Ah bon, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sa Majesté. On va aller jouer voilà. ça. Henri Joël. Oui. Par quoi commence-t-on? On va commencer par notre boroli de quartier. On l'a dit, on a expliqué, le boroli de quartier, c'est tout ce qui se pratique comme discipline pendant ces vacances-là. Et aujourd'hui, on a décidé, quand même on a déménagé, on est allé très loin. On est allé à Yamoussoukro. Très loin, en hauteur? Très loin, oui. Comme un on est allé très loin, on a pris l'avion. Voilà, on a pris l'avion pour aller à Yamoussoukro pour la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny entre le stade d'Abidjan et l'équipe du FC San Pedro, vainqueur de cette Super Coupe. L'équipe du FC San Pedro s'est imposée, 1-0 qui lui permet de remporter ce trophée-là. Donc c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, de ce match-là, voilà, qui a vu le sacre du FC San Pedro. Le but a été inscrit à la 78e minute, voilà, par Kamagaté Draman. C'est lui qui a inscrit l'unique but de la partie qui permet à l'équipe du FC San Pedro de s'imposer. Il n'y a pas une petite vidéo pour cela ou pas? Il y a un petit... On va déjà partir, on a planté le décor. On va partir pour Boroli de quartier. Voilà, on est déjà dedans. Donc, comme je le disais, le FC San Pedro qui s'est imposé 1-0. Victoire, coup de victoire, mais précieuse d'ailleurs. Il faut savoir que ces deux équipes vont représenter la Côte d'Ivoire dans les compétitions africaines. On voit le match et surtout l'unique but de cette opposition, ce retrait et cette frappe de Kamagaté Draman qui permet à l'équipe du FC San Pedro de s'imposer 1-0 face au Stade d'Abidjan. Champion de titre, hein, qui n'a pas pu défendre ce titre de champion dans cette opposition. Voilà un peu notre Boroli de quartier du jour. On l'a dit, hein, on a voyagé. On allait chercher une équipe à San Pedro. On a pris une équipe à Abidjan. Puis on les a envoyés à Yamoussoukro. Voilà un peu. Mais ça porte quel nom, cette coupe-là? La Super Coupe Félix Houphouët-Boigny.
Moi, je l'ai gagné contre l'Africa 2-1. En quelle année? Je me souviens. Bon, c'était en 2000, hein, avant qu'il parte en Belgique. Là. Donc, je pense que c'est quand même une belle victoire. C'est un clin d'œil aussi à l'Africa. Hein. J'ai un petit clin d'œil à l'Africa, mais il faut saluer cette belle victoire du FC San Pedro, une victoire acquise devant une équipe du Stade Abidjan qui n'a pas eu du tout de répondant. Et l'équipe du FC San Pedro était plus déterminée, avait plus d'envie. Elle a démontré sa force de frappe grâce à son homogénéité. Une équipe qui s'est appuyée sur sa formation, sur tous ces jeunes sortis de son centre de formation. Et puis, il a une victoire bien acquise. Et puis, voilà, une belle réalisation. Comme c'est enseigné dans les centres de formation, on récupère le ballon sur le côté droit, on fait la percussion pour entrer dans le cœur de la défense adverse, un petit retrait et puis une reprise instantanée. Et c'est le but qui fait aujourd'hui le bonheur de l'FC San Pedro, qui devient le 10e club à remporter ce trophée. Mais Magath, j'ai vu qu'il y avait du beau monde au stade. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir que les Ivoiriens partent au stade pour apporter plus là. Parce qu'en tant que footballeur, pour moi, c'est une force. Quand tu joues, tu vois le stade est rempli, ça te donne la niaque, envie de mieux faire. Oui, effectivement, on a vu un beau petit public. Vous savez, généralement, à l'époque même, on jouait même la Coupe nationale à la veille de l'indépendance. Voilà, par rapport au calendrier de la CAF, aujourd'hui, on a oublié de jouer donc la Coupe nationale lors de la saison régulière. Sinon, voilà, je pense que ça allait être encore plus intéressant. Mais il y avait un bon petit public, donc un carton vert pour ce petit public-là qui a effectué le déplacement au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Et puis également, on peut donner un carton vert à l'ENS du DG Ousmane Gbadé également, parce qu'on a vu la pelouse, elle est impeccable. Moi, j'avais vraiment peur de l'entretien de nos stades après la CAN. Mais voilà, les infrastructures sont encore au niveau, voilà, du niveau international, et ça, c'est très bien. Maintenant, pour revenir dans le match en lui-même, franchement, je pense que l'équipe de FC San Pedro a eu cette formation de Stade Abidjan à l'usure. En première période, voilà, un match un peu boring game, voilà, ennuyeux un peu, mais après, ensuite, ils ont levé le niveau du jeu en seconde période. Et comme le disait Henri Jouel, ce centre recteur qui arrive avec un buteur redoutable, Camaraté, qui est mon fils d'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Votre fils? Oui, effectivement, mon premier fils. En prenant alors. Camaraté Draman, qui marque donc ce beau but-là pour l'équipe du FC San Pedro. Donc oui, c'est une formation du FC San Pedro qui avance à pas masquer. L'année dernière, qui n'a pas pu être champion de cette formation-là, mais qui a gagné quand même la Coupe nationale. Et là encore, qui vient de gagner un autre trophée. Et c'était un match de début de saison. Les gens mettaient lourd également. Bon, voilà, ils sont de répétition générale avant donc, le but de la saison. On a dit le 15 août prochain. Donc oui, c'est déjà bien. Mais pour terminer, moi, j'ai peur pour l'équipe du Stade Abidjan qui a fait un turnover de son effectif à 60%. Aujourd'hui, bon, moi, j'ai vu un peu, plus ou moins. Quand vous voyez donc Koné Traoré Mamadou sur le côté gauche qui se fait complètement liquéfier sur le centre là, je ne sais pas. Quel sera le visage du Stade Abidjan cette nouvelle saison? Mais pour le moment, le champion, ma foi, ne me paraît pas rassurant. Voilà. Angel, est-ce que l'affiche est au niveau des deux clubs? Alors, nous sommes en début de saison. Donc là, on ne va pas véritablement les juger sur peut-être ce qu'ils vont faire pour la suite de la saison. Les deux équipes se sont préparées, ont fait la préparation d'avant-saison. Et d'ailleurs, je pense que même ce match rentre dans le cadre même de la préparation d'avant-saison. Parce que c'est vrai que c'est quand même, il y a un petit enjeu derrière le trophée. C'est un trophée quand même prestigieux. Mais je pense qu'ils sont toujours dans la préparation de l'avant-saison. En même temps, le Stade Abidjan a libéré beaucoup de joueurs. Beaucoup sont partis, certains sont arrivés. Donc, il y a un nouveau aussi technicien qui est arrivé, Daniel Brett. Donc, il va falloir maintenant permettre à tout cela de prendre forme réellement. Mais bon, pour ce qu'on a vu, il y a une équipe de San Pedro qui a fait monter plusieurs joueurs. Daniel Bria. Ouais. Lui, il a pas San Pedro. Vous savez, moi, je suis anglais. Donc, vous savez, je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Ashanti. Voilà. Yo. How are you, bro? You okay? Moi, t'es quoi? Maintenant. Attends, plus. Donc, il y a un nouveau groupe. Le temps que tout cela prenne forme au niveau du Stade d'Abidjan, on verra ce que ça va donner. Mais bon, voilà. On ne va pas tout de suite essayer de les titiller. Voilà, c'est un nouveau groupe. Donc, bon, je pense que maintenant, le FC San Pedro a fait monter beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes au sein de cette équipe du FC San Pedro, issus de sa formation. Donc, on aura aussi, parce que c'est une équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire sur le continent africain. Donc, on aura le temps de bien voir ce que ça va donner sur le continent africain, surtout avec ces jeunes. Okay, oui, rapidement. Et puis, ce but-là, c'était dans le 49e but. Le 49e but du FC San Pedro cette saison.
C'est une équipe également, que, comme Mario Joual le disait, qui a vraiment une profondeur de banc. Et ils ont su garder Dramane Kamaraté, c'est très important. Comme meilleur buteur du championnat cette saison avec Kevin qui était à Korogo entre-temps. Donc oui, c'est bien déjà de voir une équipe comme ça titiller le champion en titre. Ça veut dire que la saison promet aussi également à venir. Mais Magat, je te sens heureux et beaucoup d'émotions. Quand tu parles de San Pedro, tu as un lien particulier à ce club-là? Non, pas du tout. J'aime le beau football. Okay. Voilà, c'est une équipe qui est arrivée comme ça, et de manière, un centre de formation au départ, ensuite après qui est devenu un club, qui a commencé à gagner, qui a été champion l'année dernière, qui a perdu son titre cette année, mais qui n'a pas perdu également des trophées. Donc c'est une équipe en 2 saisons qui arrive à gagner des trophées. Il y a 3 saisons même d'ailleurs. Voilà. Ils ont même gagné la Coupe nationale il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons. Donc 3 années de suite, vous avez 3 trophées, c'est déjà bien. C'est une équipe qui commence à compter, qui veut bousculer la hiérarchie établie. Hein, parce la SEC d'Abidjan. Voilà, la SEC d'Abidjan. Merci. Et puis l'Africa Sport d'Abidjan, même si on a... la SEC d'Abidjan. Pardon, laisse ça là. C'est pas un débat. Il faut laisser ça. J'ai posé la question à l'expert, au consultant. Quand tu fais champion de Côte d'Ivoire, et tu chantes tes joueurs, les cartes, tu les changes, mais tu perds quand même en valeur. Oui, mais ça dépend également des contrats qui lient les joueurs au club. Je pense que le club a tout simplement regardé également son budget, la masse salariale. Quand tu as un garçon qui émarge à 1 million de francs CFA, automatiquement, tu te rends compte qu'il y a des difficultés qui pointent à l'horizon. Donc, il faut équilibrer également les dépenses et les entrées. Je pense que c'est dans cette vision que s'est inscrit le Stade d'Abidjan, en essayant également d'apporter cette jeunesse dans l'effectif, en permettant à ces jeunes-là de retrouver le yéyé. Mais je pense que c'est la politique également qu'il faut revoir. Et si elle fait défaillance suite aux mauvais résultats, à eux de pouvoir tirer les leçons. Henri Joual, écoute-moi bien. On n'est pas fini champion et perd la moitié des 4. Je pense que pour moi, c'est quand même fléau. Soit c'est financier ou soit peut-être c'est le concept de mettre les jeunes en avant. Alors moi, je l'avais expliqué ici à plusieurs reprises lors de nos émissions. Vous savez, le Stade avait ce besoin-là de revenir sur la scène nationale et peut-être même continentale aussi. Donc, ils ont quand même mis un système en place parce que ce système-là, quand même, quand on part un peu en Europe, il y a des clubs qui l'ont adopté et il y a d'autres qui ont un modèle à part. Quand vous prenez par exemple une équipe comme le Real de Madrid et même le Chelsea d'Abramovich, c'était de faire venir une constellation de stars pour permettre au club d'aller très vite et de remporter des trophées. Je pense que c'est dans cet esprit-là ou bien dans cette lignée-là que le Stade c'est ce que le Stade a choisi. Voilà. Et ils ont fait venir quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience, mais aussi qui demandent beaucoup. Or, moi, je l'avais dit, j'avais tiré déjà la sonnette d'alarme en disant que le Stade ne peut pas continuer comme cela sur 2-3 saisons. Ce n'est pas possible. Surtout que nous sommes dans un championnat où les entrées sont très difficiles. Donc, un club ne peut pas se permettre quand même d'avoir au moins une masse salariale qui vraiment est assez intéressante et assez importante. Donc, à un moment, il va falloir au Stade d'Abidjan former comme les autres, faire monter les jeunes et peut-être envoyer certains pour accompagner ces jeunes-là dans son projet. La SEC le fait très bien, la SEC le réussit très bien, parce que certains joueurs, on n'en parle pas beaucoup, mais la SEC quand même fait monter des jeunes joueurs qui sont accompagnés par moment, par certains cadres et qui continuent. Le club de Racing arrive à le faire, mais le Stade, avec ce modèle-là, moi je l'avais dit, ça n'allait pas tenir sur 3 saisons. Et d'ailleurs, peut-être après 2 saisons, on a les résultats. Aujourd'hui, ils sont obligés de se séparer de pas mal de joueurs. On parle de fin de contrat, oui, mais si vous avez la possibilité aujourd'hui de garder cet effectif-là avec les ambitions que vous avez, je pense que vous allez les faire. Vous allez le faire plus tôt. Mais ça devient difficile. On ne peut plus supporter. Donc du coup, on libère, on dégraisse pour faire venir certains jeunes. Alors, est-ce que le Stade, en le faisant ainsi, va pouvoir défendre son titre? On ne sait pas. Est-ce que sur le continent africain, c'est vrai que le Stade s'est retrouvé en Ligue des Champions dans une poule assez compliquée, avec Kaizer Chiefs, avec Al-Ahly et avec les Algériens du Belouizdad. C'était compliqué. Mais est-ce que, après avoir libéré ces cadres-là, que sont Essis, que sont Moukoro, tous ces joueurs-là, est-ce que le Stade pourra à nouveau partir concurrencer ces grands d'Afrique-là et déjà même passer les tout préliminaires? Voilà la grosse interrogation. C'est pour cela que je disais, il fallait tout de suite former. Peut-être ils l'ont compris, on parle d'un centre qui est en
en train de pousser du côté de Jacquesville. On espère que ça ira très vite. Les académiciens du stade d'Abidjan sortiront très vite pour permettre à ce stade, à l'équipe quand même de pouvoir souffler financièrement. Parce qu'un joueur que vous avez formé, je ne pense pas que vous le payerez au même prix qu'un joueur comme Assalé qui vient et qui réclame par exemple 1 million. Voilà. Merci à Joël. On marque une pause. Ne bougez pas, la pub. Ouais. Salut, c'est Dr Philo. Suivez échauffement sur la 3 du lundi au vendredi. Ouais, c'est 3 fois plus d'échauffement. Voilà. Salut, c'est Joël. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Oui, Joël, tu as bien parlé, beaucoup parlé. Je pense que c'est écouter, c'est entendre, parce que avoir pour moi un État qui était champion de Côte d'Ivoire et après mettre la jeunesse, mais pour moi c'était mieux de garder les anciens pour encadrer cette jeunesse à pouvoir mieux faire après. Et voilà, c'est un constat, c'est un fait. Magat, qu'est-ce que tu penses? Oui, effectivement. Alors, selon nos informations, c'est que la masse salariale du Stade d'Abidjan, la saison qui vient de se terminer, était de 22 millions de francs CFA par mois. Quand vous regardez, si vous faites 10 mois, ça fait 220 millions. Alors qu'on sait que le champion de Côte d'Ivoire a quoi, 20, 25 millions. Plus peut-être les 100 millions de droits TV, oui. Des droits TV, ça fait 120 millions. Alors que vous êtes à 220 millions, sans compter que l'équipe a participé donc, au Coupe africaine. Ok, merci Magas. Voilà, donc c'est un peu compliqué aussi également financièrement. On parle tout du sport et moi, j'ai beaucoup de choses à dire. On parle de Ouassu. Tu as connu Ouassu? On a joué. Non, moi aussi, j'ai joué à l'Ouassu. Moi aussi également. Des produits de l'Ouassu. Et ceux qui ne savent pas, l'Ouassu, c'est l'Office ivoirien du sport scolaire et universitaire. Mais pour en parler mieux de cela, on va recevoir le directeur général, M. Adama Koulibaly. Adama Doumbia. Doumbia. Autant pour moi, Adama Doumbia. Voilà. Le DG a été rebaptisé, hein. Voilà. En direct. En plein direct. Par l'imam. En plus, l'imam de la mosquée. Non, c'est l'astuce. Comme ça passe. Je pensais à Koulibaly, c'est mon imam. Voilà. Moi, DG. Ah, d'accord. Sinon, j'ai cru que l'imam avait décidé de rebaptiser. DG. Bonsoir, maestro. Désolé encore pour ce lapsus là. C'est l'uniforme qui me fait prendre des fatias. Voilà, donc, le tout cas planté, oui. on passe déjà à la fin du jour. Ok, l'Ouassu c'était fait par degré national. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas qu'on est même, c'était en 1962. Exact. Exactement. Exact. Et 63 après, quel bilan tirez-vous de cette... moi, c'est un organisme qui permet aux élèves en milieu scolaire de pouvoir se développer. Ben, je voudrais saluer la team Maestro. Et là, c'est applaudi. Non, vraiment. Merci de jour 1 et 2, Magat, le maître du jeu. Non, moi je dirais sans complaisance que le bilan il est satisfaisant. Vous voyez, créer une entité en 62, ça veut dire déjà que les gouvernants de la Côte d'Ivoire ont compris très tôt l'importance de la pratique du sport à l'école. Ça c'est d'un. De deux, de 62 à aujourd'hui, l'Ouassu a existé sans discontinuer. C'est-à-dire que, quels que soient les régimes qui ont présidé à la destinée de la Côte d'Ivoire, quels que soient les présidents qui étaient donc en exercice, l'Ouassu a été maintenu. Mieux, dans ses attributions, au plan juridique, l'Ouassu a été renforcé. D'abord en 1981, par un décret modificatif de celui de 62. Ensuite, en 2013, par un autre décret qui est venu l'ériger finalement en direction générale. Donc, il n'y a pas meilleur témoignage de la pertinence donc, de l'existence de cette institution, de cet outil, de développement du sport en milieu scolaire et universitaire. Au plan sportif, vous l'avez tous déjà dit, hein, je ne sais même pas si je dois continuer encore, tous vous êtes des fruits de l'Ouassu. Quand on sait ce que représente Maestro... Il y a les bons fruits et puis les mauvais fruits. Bon, je n'ose pas m'aventurer sur les mauvais fruits. Les mauvais fruits, juste à votre gauche, c'est mauvais fruits. Donc, pas mal de sportifs de ce pays-là, en tout cas, ont participé aux compétitions de l'Ouassu. Et cela continue encore de nos jours,
avec des athlètes de très haut niveau qui sont encore en exercice, qui sont passés par l'OASU. Pas mal d'établissements scolaires, privés ou publics, ont bâti leur réputation à travers leur performance aux compétitions de l'OASU. Et donc, pour nous, c'est un bilan satisfaisant. C'est le lieu de remercier toutes ces personnalités-là qui sont succédées à la tête de la Côte d'Ivoire, et particulièrement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui déjà, de 2011, quand il a pris fonction, a réaffirmé l'intérêt qu'il apporte au développement du sport à l'école en déclarant qu'il va redynamiser l'OASU pour que l'OASU soit en mesure, de nouveau, d'organiser des compétitions en faveur des élèves et des étudiants sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est cette vision-là que nous essayons de décliner en un mot, et pour ne pas être trop long, c'est un bilan que nous jugeons satisfaisant, même si certains points d'amélioration sont à observer et dont on pourrait parler en fonction de l'évolution de ce sujet de l'émission. Merci Didier. Mais quels sont les défis majeurs à relever? Le défi, c'est encore et toujours le défi de la mobilisation. Mobilisation de la communauté sportive scolaire, mobilisation au niveau de la communauté sportive universitaire, mobilisation au niveau même tout simplement des parents. Parce que ce qu'on ne dit pas tous les jours, c'est l'importance de l'implication des parents dans le projet académique de leur enfant, dans le projet sportif de leur enfant. Sans soutien parental, beaucoup de talents sont perdus. Parce que le poids de la culture, quelquefois, je n'ose pas dire la méconnaissance, mais le très peu d'informations positives que ces parents ont sur la pratique du sport à l'école ou à l'université, font que ces parents-là, quelquefois interdisent à leurs enfants de pratiquer le sport à l'école, pensant qu'en allant aux entraînements et autres, ils vont, ne pas pouvoir conduire à bonne fin leur projet d'études. Alors que vous et moi sommes témoins de ce qu'on peut parfaitement aller à l'école, pratiquer la discipline sportive de son choix, et puis réussir dans la vie tout simplement. Ok, j'ai posé juste une question après. Je laisse la parole à mes chroniqueurs. Mais quel est le niveau de collaboration avec les autres institutions, comme le ministère de l'Éducation nationale, qui est important? Où on parle de OASU, il y a aussi l'éducation, il y a aussi le ministère des Sports, il y a aussi l'Office du service civil national. Donc, toutes ces institutions, est-ce que vous apportez un plus? Et moi, sans prétention, j'étais nommé ambassadeur de l'Office civil, donc j'ai quand même un mot à dire. Et comment ça se passe dans ce domaine-là? Les relations sont beau fixes. Comme toute vie humaine, il y a des points d'amélioration, c'est vrai. Pas plus tard qu'hier, j'étais reçu par M. Boko Adjoumani, qui est le directeur de la vie scolaire. C'est-à-dire que c'est la direction au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui est en charge de tout ce qui est activité extrascolaire, comme on le disait avant. C'est notre interface au niveau de l'Éducation nationale. Et avec lui, nous sommes en train de travailler à remobiliser les chefs d'établissement, à relancer les associations sportives d'établissements telles qu'ils découlent du décret de l'arrêté interministériel co-signé par tous les ministères du secteur éducation et formation. Donc, c'est dit que nous avons un dialogue de gestion assez intéressant avec tous ces acteurs-là. Bien entendu, au niveau des, comment on appelle ça, du ministère de la Jeunesse et particulièrement de l'Office de... Donc, moi, je suis l'ambassadeur. De l'ambassadeur, en plus. Ouais. Ça veut dire quand même. Attends, quand même. C'est honorable, hein, je suis et futurement ambassadeur de l'OASU également, parce qu'il faut que des modèles... Merci. Le job, c'est quoi? Je valide. Donc, on a deux ici, monsieur le directeur. Non, vous êtes même quatre ici. Non, les deux là, ils ont pas le non, mais sérieusement, on a un bonheur virtuel, tu nous le jettes. L'OASU est en train de déployer un programme d'ambassadeurs du sport. Ouais. Nous avons déjà des premiers contacts avec Didi B, le principe il est acquis, avec Stéphane Konaté également, le principe il est acquis, avec Ruth Babi, enfin bref. Tous ceux qui sont passés par l'OASU et qui aujourd'hui représentent dignement la Côte d'Ivoire à quelque niveau que ce soit au niveau du sport ou de la culture sont des modèles que nous voulons valoriser pour rassurer les parents. Leur dire que vos enfants peuvent aller à l'école, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre comme programme officiel, mais à côté de cela, pratiquer une discipline sportive et puis être quelqu'un de demain, valoriser son pays,
porter haut le drapeau national et incarner finalement cet Ivoirien nouveau-là qui est prêt à relever tous les défis, quel que soit le niveau auquel il se trouve. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important de poursuivre et de renforcer ce dialogue de gestion. Nous savons que des composantes de l'écosystème éducatif en Côte d'Ivoire restent encore à sensibiliser un peu plus. C'est le cas du ministère de l'enseignement technique, nous allons les visiter. C'est le cas pour tous les ministères qui ont des établissements. Je parle du ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, pour le lycée agricole, et ainsi de suite. Ce sont tous des ministères qui ont des établissements. Nous sommes très heureux de notre collaboration avec le ministère de la Défense à travers l'INPT, dont les pensionnaires participent aux compétitions de l'OASU. D'ailleurs, il y en a 4 parmi eux qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale scolaire de Côte d'Ivoire, qui dès le 12 août prochain va se rendre au Kenya pour participer à un festival de sport scolaire. Donc, c'est dire que le dialogue de gestion, il existe, il est à renforcer, certes, mais c'est notre rôle de le faire, d'essayer de rassembler tout le monde autour de l'école. Alors, monsieur le directeur, vous savez, avec l'avènement des centres de formation, notamment l'Académie Mosifcom, la première promotion avec les maestros autres, est-ce que cela n'a pas un peu freiné, je dirais, l'envoi des enfants vers l'OHU? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en ce moment, ils se sont trouvés peut-être un nouveau lieu de formation ou peut-être d'apprentissage de certaines disciplines. Moi, je dirais non. Parce qu'il faut souvent rappeler que le champ d'application de la politique nationale du sport en Côte d'Ivoire se décline en 3 composantes. La première composante, c'est la sphère militaire. C'est l'affaire des militaires. Le sport militaire, c'est l'affaire des militaires. Ensuite, il y a le sport civil, qui est géré par la Direction générale des sports pour ce qui est de l'activité fédérale et par l'Office national des sports pour ce qui est des infrastructures. Et le troisième champ d'application de la politique nationale du sport, c'est le milieu scolaire et universitaire. Et ça, c'est l'affaire de l'OASU, comme l'a dit Maestro dès l'entame de l'émission. Depuis 1962, cela est clairement établi. Et donc, il n'y a pas de rupture entre la possibilité qui est offerte à un enfant d'aller, pratiquer le sport dans un centre de formation et puis d'être pensionnaire d'un établissement public et participer aux compétitions de l'OASU. De toutes les façons, les centres de formation ne pourront jamais absorber toute la masse de la population scolaire et étudiantine dans le cadre d'une formation poussée dans un centre de formation. Bien au contraire, ce sont des entités qui sont complémentaires, qui devraient pouvoir travailler en synergie, de sorte que les élèves qui sont quelquefois détectés lors des compétitions de l'OASU ou même des compétitions d'interclasse ou interpromo au sein d'un établissement puissent, n'est-ce pas, poursuivre leur formation justement dans un centre de formation qui existe déjà, ou alors très bientôt, lorsque le projet de lycée sport et études, qui est une volonté du chef d'État également, verra le jour, poursuivre également leur formation aussi bien académique que sportive au sein d'une institution adaptée. Merci. Magat, tu as quand même moi dit? Oui, effectivement, on était tous des enfants de l'OASU. Je me rappelle à l'époque, mon capitaine de l'OASU, finalement, est devenu un grand joueur. Hein. Il a joué à l'Africa Sport d'Abidjan avant d'aller en Tunisie. Timothée Sekou, peut-être que vous l'avez connu. Si. Sekou Timothée. Voilà, depuis les années 2000 au lycée de Moderne. Vous ramassiez le ballon dans l'équipe? Non, j'ai joué, c'était un très bon sentinelle. Il complétait. Après, je vais faire une démonstration. Ah ouais? Est-ce qu'il y a un ballon? Voilà, donc, pour être plus sérieux, donc je disais, avec l'OASU, on a appris à jouer au hand, au basket et tout ça. C'est ça. Et je pense qu'on a vu Alena Mama Fatiga, Madame Kanda Kamara, tout ça sont donc des sorties donc de l'OASU. Donc c'est un office qui traverse le temps, mais qui demeure toujours un office très important dans le développement donc, du sport estudiantin. Alors ma question, le lundi soir, je vais vous apercevoir à l'INJS. C'était un reportage, je vous ai vu avec... Oui, voilà. Oui, c'est un plateau, on va dire télé, avec un partenaire média de l'OASU. Vous savez, comme je me plais à le dire, notre tâche est devenue aisée de par la clarté des instructions de M. le ministre.
Et en nous confiant l'OASU, il a été très clair. Faites en sorte que l'OASU revienne au premier plan. Faites en sorte que ce qui se fait à l'OASU soit su et soit connu. Et donc, l'une des actions que nous avons menées tout de suite, c'était d'établir un partenariat assez fort, dynamique avec les médias. Notre présence ici en témoigne. Mais également, notre présence sur ce plateau-là, à l'INJS, en témoigne également lors d'une émission... On va barrer l'autre là. lors d'une émission bilan, justement. J'étais avec le directeur de l'INJS, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais j'étais avec le directeur de l'INJS parce que, justement, conformément aux instructions de M. le ministre, il s'établit également une collaboration de plus en plus renforcée entre les composants du ministère. L'OASU et l'INJS sont dans un partenariat serré pour la détection des talents. La plupart de nos talents sont détectés grâce au concours des experts qui sont au niveau de l'INJS et précisément au niveau de la direction du Centre national de sport de haut niveau. Les stages auxquels sont soumis les athlètes détectés dès le 8, il y a 16 enfants qui seront encore pris en charge par cette équipe d'experts-là pour préparer justement l'expédition du Kenya qui va donc commencer à partir du 12 août. Et donc, on a cette forte collaboration avec l'INJS pour préparer les enfants, pour les détecter, les former et les orienter. Parce que c'est aussi l'une des missions de l'INJS. L'ONS également nous appuie. Si les Jeux universitaires ont pu se tenir dans un environnement, j'ai envie de dire, serein à Korogo il y a quelques semaines de cela, c'est en partie dû à l'expertise de l'ONS qui, en moins de 10 jours, a remis en état l'ensemble des terrains de sport de main qui sont logés au sein du stade régional, de Korogo. Et ce qui a permis d'avoir dans un espace, dans un seul espace, quasiment l'ensemble des disciplines. Et cela a contribué énormément à la mobilisation de la population qui sont restés quasiment jusque tard le soir pour suivre les matchs de foot, de basket 3 contre 3, basket 5 contre 5, handball, volley, de judo et de taekwondo. Et donc c'était extraordinaire. Et cette collaboration, cette solidarité agissante au niveau des directions du ministère a pour objectif de booster la relance du sport en milieu scolaire et universitaire et par-delà à faire en sorte que l'OASU soit finalement le véritable vivier du sport d'élite en Côte d'Ivoire. L'expertise. Oui, moi, l'une des forces de l'OASU à l'époque, c'est bien sûr le facteur sport-études. Sport-études, on se rappelle dans les années 80-90, où des établissements, comme on l'a signifié tout à l'heure, ont eu leur renommée grâce à l'OASU. Ce qui permettait aux responsables de ces établissements d'aller, de recruter des joueurs, des athlètes de qualité pour pouvoir non seulement allier sport et études, en faisant la promotion du sport et également de l'établissement. Tout à l'heure, M. le directeur l'a signifié, le président, dans un décret, a souhaité que les années à venir connaissent sport-études. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, l'une des bonnes nouvelles également, c'est le fait qu'il y ait une plateforme d'expression. Aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, où les jeunes élèves et étudiants se sont retrouvés du côté de l'Algérie pour participer aux Jeux africains scolaires. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les parents également, pour dire qu'il y a des plateformes d'expression pour leurs enfants, si et seulement si ces derniers bénéficient de leur caution en pratiquant le sport. Ce qui m'amène également à demander, nous sommes tous produits de l'OASU, monsieur le directeur, quel est l'encadreur sportif qui a marqué votre jeunesse, voilà, qui, durant votre jeunesse, l'encadreur sportif qui vous a marqué, qui pourra également peut-être bénéficier de cet hommage ce soir? C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je retiens Franck Silva. Franck Silva était jeune prof d'EPS quand moi j'étais en terminale au lycée classique à Abidjan. Et il était le coach de l'équipe de basket du lycée classique à Abidjan. Et il s'est quasiment fondu dans le groupe. Bon, c'est vrai, pour qui connaît Franck Silva, ouais, on a tendance quelquefois à le confondre même aux élèves et ainsi de suite, machin et tout. Mais il faisait corps avec nous. Et on était qualifiés pour les finales nationales. C'était à Yamoussoukro. À l'époque, c'était Mme Bouanga, que je salue également, à qui je rends évidemment hommage, parce qu'elle a été l'une des directrices de l'OASU, qui a vraiment marqué cette institution-là. Quand on parle des heures de gloire de l'OASU, c'est entre autres sous la gouvernance de Mme Bouanga Yvonne. Et Franck, à Yamoussoukro, mais
on ne peut pas distinguer ces joueurs de lui-même. Quelquefois, il allait dans nos chambres, on discutait la veille des matchs. À 6 h du matin, il nous réveille. Bon, torse nu, je ne sais pas pourquoi. Torse nu, bon, allons sur le terrain, on va courir un peu. Bon, enfin, on s'entraînait comme ça. Et franchement, le retrouver après, bon, moi je l'ai connu quand lui, il était joueur, meneur de jeu, playmaker de l'Africa Sport. Au basket, au basket, oui. Non, basket, là-bas, c'est compliqué. Au football, c'est compliqué. Au basket, donc le retrouver... Je connais Franck Silva. C'est très jeune, toi. Non, je le connais très bien. Il a entraîné l'ABC récemment. On marque une pause, on revient. La pub. La Côte d'Ivoire, la musique, toute une histoire. À l'occasion des 65 ans d'indépendance du pays, ce jeudi 7 août, La 3, votre chaîne musicale par excellence, vous propose Jour d'indépendance. Vous êtes invités à participer à notre émission qui s'intitule Jour d'indépendance. Une table ronde d'échange avec des experts et des artistes de renom autour de l'univers musical ivoirien, avant, pendant et après l'indépendance. La musique avait un apport quand même dans l'évolution d'une nation. On avait une musique qui était beaucoup plus ancrée sur les groupes ethniques. J'imagine l'ambiance en studio. Jour d'indépendance, jeudi 7 août à 11h, 16h15 et 21h30 sur La 3. Présentation Didier Bléau. Ensemble, l'indépendance a été un catalyseur pour notre musique. Bonne fête de l'indépendance. À bientôt sur La 3. La 3, nous vous offrons 3 fois plus de musique. Oui, DG, je veux savoir, est-ce que vous avez des subventions de l'État? Oui. Donc clairement, nous avons, sans les subventions de l'État, l'OASU n'existerait pas. Quasiment 100% des ressources de l'OASU proviennent en ce moment des subventions de l'État. Il n'y a que cette année que nous avons pu avoir 2 sponsors, que je ne citerai pas pour les raisons que vous connaissez très bien ici, mais dont l'action quand même est à saluer, parce qu'on ne vient pas à l'OASU pour se faire de l'argent. C'est une œuvre sociale et les entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, sont appelées franchement à appuyer le sport à l'école. Cela est important parce que vous avez fait plusieurs constats ici. Et l'un de ces constats-là, c'est que lorsque le sport est quasiment parti de l'école, la violence a fait son entrée. Vous voyez qu'avec le regain de dynamisme des activités sportives à l'école, le phénomène des congés anticipés a baissé. Parce qu'à la veille des congés, ce sont des activités socioculturelles qui sont organisées et le sport fait partie de ces activités socioculturelles-là. Ces activités font que les élèves sont plutôt penchés sur le divertissement. Il y a un affrontement qui se fait, mais dont l'issue n'est pas maintenant fatale, parce que c'est classe contre classe, promotion contre promotion. C'est dans la joie que les enfants participent à ces activités-là. Et c'est tout le sens de notre collaboration également avec les DVS, parce que si l'OASU est en avant sur les compétitions qui conduisent à la délivrance de titres et autres, la DVS, elle, a la main sur un certain nombre d'activités au sein des établissements pour animer au plan sportif ces établissements-là. Et nous avons cette collaboration où l'OASU appuie également la DVS. Et donc, dans ce schéma-là, l'État vraiment nous met à disposition les ressources, même si cela ne suffit pas toujours. Henri Jo l'a dit tout à l'heure, l'OASU n'a plus les moyens d'organiser chaque année les finales nationales, que nous appelons maintenant les Jeux scolaires. Et cette année, d'ailleurs, les Jeux scolaires n'ont pas pu se tenir. Nous avons pu bénéficier vers la fin de l'exercice de l'appui exceptionnel de l'État qui a permis donc à l'OASU d'organiser les Jeux universitaires et tout le monde a vu ce que ça a donné au niveau de Korogo. Donc effectivement, là, pour moi, il y a une contradiction parce que l'OASU a des subventions de l'État. Mais aujourd'hui, nous avons 82 fédérations, dont 53 sont agréées par l'État. Il y a 29 fédérations qui n'ont pas d'agrément. Donc eux, du coup, ils n'ont pas de subventions de l'État. Et pour moi, c'est aussi un fleu qui est là. Donc oui. C'est un autre débat.
qui est lié à la réglementation en vigueur. Parce que l'appui de l'État ne va qu'aux associations sportives qui sont en conformité avec la réglementation en vigueur. Okay. Et donc, pour être un transfert du cabinet, j'ai fait quand même plus de 12 ans au cabinet des différents ministres des Sports. Je connais un peu ce dossier-là. Le ministère a notifié à toutes les fédérations de s'aligner aux différents textes qui les régissent et qui leur les permettent d'obtenir leur agrément afin de bénéficier des concours de l'État. Mais là, nous sommes dans le cadre du sport civil. Voilà. Au niveau du sport scolaire, c'est différent. Il n'y a que l'OASU, quoique dans le cadre de l'exercice des attributions, l'OASU est accompagné par des fédérations sportives scolaires et universitaires. Il y en a une au primaire, une autre au secondaire et une troisième pour l'enseignement supérieur. Okay, chacune de ces trois fédérations perçoivent quelques appuis de l'État, concours financiers de l'État, pour qu'elles puissent déployer leur activité convenablement. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, hein, notamment docteur Yao Evra, qui nous fait savoir qu'il a été aussi un produit de l'OASU. Il est très heureux de suivre tout votre développement. Moi, ma question est la suivante. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à connaître les talents de l'OASU? Parce que dans le passé, on arrivait à les identifier, notamment les Stéphane Konaté et les autres. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'identifier les talents de l'OASU. Bon, oui, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il y a là-dessus à dynamiser la communication sur ces talents-là qui sont dénichés. Mais sinon, que ce soit Cissé Cheikh, qui est encore en activité, que ce soit Talou, que ce soit Cissé Arthur, et j'en passe, ce sont des athlètes qui sont passés par l'OASU et qui sont bien connus. Il y en a aujourd'hui, certes, qui ne sont pas encore connus, comme ceux qui se sont engagés lors des Jeux universitaires ou qui ont été pris en charge par les experts du Centre national de sport de haut niveau dans le cadre du stade d'athlétisme qui a été animé à Korogo en marge donc, des Jeux universitaires, qui sont eux au laboratoire et qui peut-être vont éclore dans 2 ans, dans 3 ans et ainsi de suite. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut justement mieux communiquer autour de ces talents-là, d'où le programme d'ambassadeurs de l'OASU pour lequel... Merci beaucoup. Ça applaudit les gars. Alors, on va continuer, on va courir rapidement, puisque demain on va se préparer pour les indépendances. On va courir pour l'Egbere TDM. Salut la team de Maestro, c'est Gigi Lagbare et comme vous le savez, je vous donne les informations sur nos sportifs en temps réel et les informations durant toute la semaine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'Egbere pour vous. Alors, commençons. Félicitations à Iman Drogba, la fille de notre star Gbagbade, la légende. Elle a obtenu son diplôme en Business Management. Je rappelle que Iman est née en 2002, c'est la sœur cadette de Isaac. Félicitations princesse et bonne chance pour la suite de ta carrière. Fin de carrière pour Lamine Koné. En effet, l'international ivoirien de 36 ans décide de mettre fin à sa carrière après avoir servi plusieurs clubs et notamment l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous te disons merci pour le service rendu à la nation et bonne chance pour une autre vie hors des terrains. Situation assez compliquée pour Ouma Diakité. Malgré son désir de quitter le stade de Reims, n'a toujours pas eu d'offre assez concrète. Et si rien ne change, Ouma Diakité risque de reprendre cette saison avec le stade de Reims en Ligue 2 française. Bon courage champion et nous sommes de tout cœur avec toi. Diawara Afoué Yasmine, Lago à vélo. Partie pour parcourir tout le continent africain, Yasmine est arrivée au Bénin, là où elle a été accueillie par la population et la fédération de cyclisme au Bénin. Yasmine s'est donné pour objectif de faire toute l'Afrique et actuellement la prochaine étape c'est l'Afrique du Sud. Beaucoup de courage à Yasmine et nous te souhaitons bonne chance et tout le peuple ivoirien est derrière toi. On termine par l'afro-basket. Félicitations aux Nigérianes qui terminent championnes d'Afrique et dommage pour les Ivoiriennes qui finissent 7e du classement. On espère qu'elles auront appris de cette compétition et qu'elles feront mieux plus tard. Merci à la team de Maestro, on a passé un bon moment avec vous
et on espère se retrouver mercredi prochain pour une autre édition de Gbere TDM avec Gigi la Gbéresseuse. Ça peut dire. Merci Gisèle. Bon reportage aussi. Et le chapeau aussi par rapport à la saison précédente qui était 11e, là c'est 16e, ça fait plaisir. Oui. Si. Oui. Et puis on va commencer. On va profiter pour glisser, pour appeler ici nos concurrents dans Fou de Micro. Alors, Fou de Micro, je rappelle, c'est ce petit concours que nous avons lancé dans la team de Maestro, qui met ici en opposition les différents talents au niveau des commentaires de match. On a eu plusieurs candidats qui se sont qualifiés à chaque manche. On a eu plusieurs manches. On a eu des candidats qui sont qualifiés à chaque manche. Et aujourd'hui, ils se retrouvent pour la finale du mois. Voilà. Donc déjà, on va les ovationner pour leur qualification. Et puis, ils sont au nombre de 3. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader et Doukou Aoudjon Fidèle et Bli Donald Amel. Aujourd'hui, bon, je vais attendre le premier va arriver. C'est le match que j'aime là. C'est un match que vous aimez très bien. Alors, on va appeler le premier candidat. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader. Est-ce qu'il est là? Voilà. Traoré Mohamed Kader. Il va venir se mettre à côté de Maestro avec beaucoup de souris. Comment tu vas? Voilà. Popito. C'est pas évident. Hein. On a une candidate qui n'a même pas pu parler quand elle est arrivée. Donc, on va se retourner ici. Le match à commenter, c'est le deuxième but de Lionel Messi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions 2014-2015. FC Barcelone, Bayern de Munich. Voilà. Si on est prêt au niveau de la régie, on lance l'élément et puis Kader commence à bailler, comme on le dit. Gérard Piqué qui va récupérer un ballon. Et là va relancer Rakitic qui retrouve Lionel Messi. Attention à Lionel Messi, le crochet dévastateur. Et derrière c'est du pied droit. Quelque chose qui est assez rare du côté de Lionel Messi qui vient de marquer un but d'anthologie face à Manuel Neuer. Le portier allemand vient de s'éclater là, regardez. Et Lionel Messi, ce crochet en transportant et qui finit par lever ce ballon avec le pied droit. Les joueurs du côté du Bayern de Munich, on ne peut rien face au talent de ce génie argentin qui a toujours, encore une fois, été du côté de Barcelone FC lorsque c'est difficile. Et cet après-midi, il vient de s'imposer. Waouh! Et il vient de s'imposer avec ses commentaires. Traoré Mohamed Kader, voilà. Félicitations. Il vient de Yopougon. Ouassakara, Yopougon, toujours. Il y a un peu de vin de porc. Alors, après Traoré Mohamed Kader, on va appeler ici. Il me semble que le deuxième aussi vient de Yopougon. Et Doukou Aoudjon Fidèle. Est-ce qu'il est là? Et voilà. C'est le tout premier qualifié de Fou de Micro. Il est passé à la première manche. Il s'est qualifié à la première manche. Il est là. Cette fois-ci, il arrive en tant que deuxième candidat. Bonsoir, Fidèle. C'est Yopougon, non? Oui. OK, très bien. C'est quoi ça? Toi rouge. Toi rouge. C'est pas loin. C'est pas loin. Bon, okay, c'est un peu loin. Alors, il va se retourner. Si la régie est prête, on balance l'élément et puis il va gâter le coin. Tu connais, non? Allez, c'est reparti du côté des Barcelonais. Le ballon encore sur le côté gauche en direction de Lionel Messi. Qui va-t-il faire? Lionel Messi qui va tenter de perforer cette défense. Et c'est le but! Le but de Lionel Messi, les diablotins de la formation barcelonaise qui vient de délivrer les supporters qui sont en train d'insulter au niveau des voix. Et là, on regarde encore l'action. Regardez, le pied gauche magnifique. Magnifique qui part déposséder la défense carrément. Et là, ça fait but. Ça fait but pour la formation barcelonaise. Aujourd'hui, c'est chaud, hein? C'est chaud. Et on va appeler... merci beaucoup. Et du coup, voilà. On va appeler le troisième candidat, Bli Donald Amel. Yopougon encore, non? Yopougon, on dirait. Voilà. Aujourd'hui, c'est spécial Yopougon. Waouh! Le diable, c'est un menteur. Voilà. Ah, il est bien dans la danse. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Comment ça va? Petit gâtier, hein? Bien préparé? Bien confiant? Par la grâce de Dieu. Allez, ça y est là-bas. Ça ira. Viens, Pessi, on peut te voir. Voilà. Allez, la régie, si on est bon. On va repartir dans le rond central avec la charnière du milieu. On va trouver la Lionel Messi. Lionel Messi va se débarrasser de son vis-à-vis. Il a face à face de Radio Le Petit Piquet. Et c'est le but!
Lionel Messi, le GOAT, l'Argentin qui vient encore une fois de délivrer. Et on va revenir sur le ralenti. Voilà Lionel Messi qui va se débarrasser de son vis-à-vis. Et là, on voit Boateng qui ne peut tenir sur ses appuis. On va revoir le petit crochet dévastateur et Boateng qui ne peut faire l'unanimité. Messi, le petit piquet du pied droit. Et là, c'est le but. Ah ben voilà. Bravo, bravo. Ah, ils ont fini. Bravo. Ils ont fini, les futurs commentateurs du pays. Ils ont fini. Voilà un peu au fou du micro de ce jour, la finale. Et ce sera à nous de décider. Okay. Ça sera Maestro de Méné, président du jury. Ouais. Ça est là. Je vais commencer déjà par notre invité, le DG. Oui. Parmi les trois, qui était le plus marqué? Le premier qui est passé. Le premier? Oui, c'était plus spontané. Voilà. Magat, toi, le roi des chercheurs? Oui, le premier, belle narration, belle description, il situe le contexte, la finition, oui. Il y a l'émotion aussi également y était. Donc le premier, Kader. Ouais, le premier parce que c'est lui qui découvre l'action. Il n'avait pas le temps également de se préparer. Et puis il fait une bonne narration. Pour moi, je vote pour le premier. Angel. Ça se mélange un peu entre le premier et le troisième, puisque vous savez, à aucun moment, c'est le troisième qui l'a dit, à aucun moment je n'ai entendu le nom de Boateng. Surtout sur les deux premiers commentateurs. Voilà. Mais le troisième, il a évoqué Boateng. C'est parce que c'était le défenseur qui était voilà, sur Messi, sur l'action. Qui a été... voilà, qui a été c'est vrai. un peu... Voilà. Néanmoins, le premier, il a bien fait. Donc, oui, le premier pour moi. Voilà. Bon, pour moi, je pense que les trois ont bien été mieux, mais je pense que le dernier m'a plus touché. Voilà. Le troisième. Donc ça fait 4-1. Ouais. Victoire pour le premier. Victoire pour le premier. Donc voilà. On va l'appeler ici. Il s'agit de Kader. Alors, Kader qui a été désigné vainqueur du mois. Kader de Ouassakara. Traoré Mohamed Kader. Voilà. L'ami de Mohamed Balo. Donc, il va recevoir un maillot de la sélection de Côte d'Ivoire signé par tous les joueurs. Beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, non? Oui, Sérédier, Zokora, Kalou, Kanya Traoré, Kale Keita, Foroumach. Allez, allez, allez. Donc tout à l'heure. Voilà. Donc Maestro, voilà les fous. C'est ceux qui doivent signer le maillot? Non, tu signes pas aussi, il faut oublier. Bon, non, pas moi. Lui, la joue, puis il va signer. C'est Abidjan, pour le moment. Voilà. Tu le magasin, tu signes pas aussi. Oublie. La foule du micro, c'est terminé aujourd'hui. On a le vainqueur du mois. On va relancer pour le mois suivant. À partir de la semaine prochaine, et on aura d'autres candidats qui vont s'affronter ici. Et espérer aussi remporter cette finale. On aura une grande finale après. Ouais. Voilà un peu. On peut continuer de discuter maintenant avec le directeur. Oui, j'avais une question rapidement pour monsieur le directeur général. Aux États-Unis, surtout au niveau du basket, on sait que le sport universitaire est très développé. Ouais. Et les meilleurs élèves sont exonérés même de tout ce qui est frais scolaires et tout ça. Est-ce que c'est prévu au niveau de l'OASU? Nous y travaillons. Je peux vous dire qu'en marge de du Trophy Tour de la CAN aux États-Unis, avec monsieur le ministre, nous avons eu un échange sur ces questions-là avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Dans le feu de l'action, nous avons visité plusieurs universités, notamment l'université du Maryland, avec qui nous avons des contacts un peu plus poussés. Et pour faire en sorte que les meilleurs élèves détectés lors des compétitions de l'OASU puissent, pourquoi pas, bénéficier des bourses d'études pour aller se perfectionner aux États-Unis. Et récemment, lors de la visite de notre ambassadeur aux États-Unis en Côte d'Ivoire, une deuxième université également a manifesté son intérêt pour ce que nous faisons, c'est la Bowie State University. C'est une université, la première université afro-américaine des États-Unis, soutenue par des personnalités telles que Barack Obama également, qui a manifesté de l'intérêt pour ce que nous faisons. Et lors de l'Afro-Basket, pour faire court également, nous avons échangé avec plusieurs cadres de l'ambassade des États-Unis, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons levé un coin de voile sur des axes de coopération en matière de développement du sport à l'école, avec échange d'étudiants, échange d'expériences
échange de coachs également pour renforcer les capacités et des entraîneurs et des athlètes qui seront donc détectés lors des compétitions de l'OASU. C'est-à-dire qu'il y a ce travail qui est en train de se faire. Bien entendu, avec l'appui de l'État, ça pourrait donc déboucher sur un programme de bourse OASU permettant donc à ceux qui sont aussi bien talentueux et qui évoluent au plan national de poursuivre leur scolarité dans des conditions optimales, mais également payer, pourquoi pas, la quote-part de l'État lorsque ces universités partenaires vont accepter finalement d'accorder des bourses qui ne sont pas toujours à 100%, c'est des bourses quelquefois à 50%, 75%, ça peut atteindre 100%, afin que l'État puisse appuyer ce programme-là. Et donc, nous sommes dans un processus qui va certainement conduire vers ce type de partenariat et ce type de mesures-là qui visent à renforcer les conditions dans lesquelles les élèves et les étudiants talentueux en matière de sport puissent mener à bien les projets de double carrière. Merci. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Merci à Henri-Joël. Et le DG parle merci bien. Merci au DG. Merci à Magat. Merci à Henri-Joël Nielou, Samaïsé. C'était la petite maestro. Aigle, toujours là. Jamais faté. On est fort partout.